Voilà donc maintenant notre seconde partie autour de la philosophie de Paul Ricoeur. Pour rappel, Paul Ricoeur dit que dans notre identité, notre relation à soi, il y a quelque chose qui est directement identique à lui-même et qu'il appelle l'idem, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la médiation, de la réflexivité sur soi, un mouvement de réflexion sur soi, de mise à distance, d'interrogation, de questionnement, etc., qui est l'ipséité. L'identité narrative est vraiment l'élément liant ces deux éléments-là. L'identité narrative, pour le dire encore autrement, est une manière d'ipséité. L'identité narrative est une manière de se réfléchir. L'identité narrative, c'est-à-dire le fait de se raconter, est une manière de pouvoir prendre une perspective par rapport à son vécu. Autrement encore, l'identité narrative, le fait de se raconter, est une occasion qu'on se donne. C'est pas une occasion qui est déjà là en train d'exister, c'est une occasion qu'on se donne, qu'on se crée à soi-même, de pouvoir adopter sur son vécu un point de vue pour que des événements vécus deviennent nos événements vécus. Je vous parlais de l'exemple de traumatisme par rapport dans notre vidéo précédente sur la première partie où j'expliquais que le traumatisme, lorsque nous sommes traumatisés, c'est un passé qui s'impose à nous. Ça pourrait être notre idem, l'idem, c'est-à-dire ce que on se trouve dans une situation d'être incapable de se déterminer autrement que dans le rapport à ce trauma. Ce trauma est trop fort, il s'impose à nous complètement. Et donc, je ne suis et je ne pourrais être que ce que ce trauma dit de moi. L'identité narrative doit permettre aux agents, aux personnes, au sujet, de pouvoir non pas ne pas recevoir le sens du passé, mais de pouvoir elles aussi commencer à parler de ce passé en adoptant et en créant des points de vue progressivement différenciés. Non plus le point de vue de ce passé qui s'impose à moi, mais maintenant je crée des points de vue qui me permettent d'éclairer à certains endroits ce passé-là, et donc de considérer par exemple que je peux commencer à conscientiser des éléments dont je n'avais pas conscience auparavant, que je peux aussi verbaliser ce trauma et que je peux aussi peut-être le partager et peut-être aussi en le partageant que cette expérience traumatisante puisse aussi être utile à quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est de l'appropriation, c'est un travail d'ipséité, un travail de réflexion, d'intégration, qui fait que ce vécu qui s'impose à moi devient mon vécu. Je commence à pouvoir le manipuler, le maîtriser. C'est pas pour ça que les souffrances ont disparu, mais c'est moi qui commence aussi à donner un sens à ce vécu-là et je suis plus dans une stricte soumission par rapport à ce passé-là. On peut prendre encore d'autres réflexions autour de l'identité narrative et considérer par exemple le rapport à l'autre. Ricoeur nous dit qu'il y a dans l'identité narrative donc une distance entre soi et soi-même. Et Ricoeur essaie de réfléchir aussi le rapport à l'autre. Et sa philosophie est particulièrement belle à cet endroit. Donc, à certains endroits de sa philosophie, par exemple, il pourra dire que mon identité n'est pas déjà là en quelque sorte, et que l'identité de l'autre n'est pas en lui déjà présente, mais que notre identité se construit dans l'intervalle de notre relation, se construit à l'intérieur de la relation. Donc l'identité n'est pas déjà présente chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre. Ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que l'identité se construit en se disant, en se racontant. Et que où est-ce qu'elle se rencontre? C'est bien dans l'interstice, l'intervalle, l'entre-deux entre deux personnes, l'entre-deux, et que donc mon identité, ou enfin, que mon identité est toujours notre identité. C'est-à-dire que je ne suis que dans le rapport avec qui je suis. Que donc autrement, si je me lie d'amitié avec certaines personnes, mon identité se développera dans le rapport de ces personnes-là, de ces amis-là. Mais que si je me lie d'amitié avec d'autres personnes qui ont elles-mêmes leur propre histoire de vie, eh bien nos identités vont à chaque fois se lier dans ces rapports-là. Nous sommes toujours dans le rapport aux autres. Je suis qui je suis dans le rapport avec qui je suis. Et inversement pour cette personne-là. Donc, pourquoi est-ce que cette identité narrative peut encore nous intéresser justement? Eh bien, Paul Ricoeur, donc c'est toujours une suite d'exemples, hein. Paul Ricoeur peut prendre comme exemple, et il le réfléchit d'ailleurs, la question des soins palliatifs, c'est-à-dire la question de la fin de vie. Je rappelle que les éducateurs et les éducatrices spécialisées sont concernés par la fin de vie, et notamment
par l'intermédiaire des situations de handicap, puisque vous savez que dans nos sociétés, eh bien, la durée de vie des personnes handicapées, en fait, est en augmentation. Donc, c'est évidemment une heureuse nouvelle, et parce qu'effectivement, nos sociétés offrent, avec toutes les critiques et les réserves qu'on pourrait avoir, mais offrent en fait finalement la possibilité aux personnes en situation de handicap de pouvoir espérer vivre et avoir un projet de vie. Eh bien, donc, ces personnes handicapées, ben, en situation de handicap peuvent en fait, à partir d'un certain moment, parce que justement elles vieillissent et donc acquièrent progressivement une autonomie aussi, mais une autonomie qui est toujours un petit peu permise parce qu'on a des proches autour, des parents qui sont là, etc. Et puisque la personne handicapée, en situation de handicap, pardon, vieillit, en fait, ses parents peuvent parfois simplement mourir et cette personne-là se retrouver en perte d'autonomie qu'elle avait précisément acquise jusque-là. Et donc, il y a toute la question de l'accompagnement du deuil d'une personne en situation de handicap, par exemple, qui sont des phénomènes plus récents et qu'il faut pouvoir investir et qui sont tout à fait, et qui concernent tout à fait les éducateurs et les éducatrices spécialisées. Mais donc, pour revenir à ce que nous disions autour de Paul Ricoeur réfléchit à cette question des soins palliatifs, donc la question de la fin de vie. Mais on pourrait transposer cette question de l'accompagnement de la fin de vie à l'accompagnement de manière générale. Voilà. Vous avez une autrice qui est inspirée de ces questions de l'accompagnement et notamment de l'accompagnement de la fin de vie et du fait de se raconter, qui est Janine Pilot, qui est qui est décédée récemment en août 2022 et qui travaillait au CHU de Grenoble et qui a œuvré au développement des soins palliatifs en France notamment et qui s'est donc spécialisée dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et dans un article qu'elle écrit autour des aspects psychorelationnels de l'accompagnement du questionnement en fin de vie, elle fait remarquer que dans ces moments de fin de vie, il y a énormément d'enjeux à relire sa vie, c'est-à-dire à adopter une position d'ipséité, de réflexion par rapport à sa vie en la racontant, dans l'identité narrative justement, par l'intermédiaire de l'identité narrative justement. Et donc, ce qu'elle fait remarquer, c'est que des expériences qui pouvaient être dispersées, voire chaotiques, sans lien apparent les unes avec les autres, deviennent en fait des expériences qui, à l'occasion, si vous voulez, de cette fin de vie, parce qu'on sait que la fin de vie est proche et que donc les rétro projections, les rétrospectives, si vous voulez, qu'on fait sur son existence, eh bien, on mesure qu'en fait, elles sont très certainement la dernière ou les dernières. Eh bien donc, ça peut parfois nous amener à un travail d'unification, à chercher l'unité dans notre vie, à chercher l'unité là où le désordre paraissait, d'essayer de trouver l'unité, une unité plus profonde, une trame dans notre existence qui nous permettrait de la comprendre généralement et de manière plus unifiée à travers un dernier point de vue ou parmi les quelques derniers points de vue qu'on pourrait avoir dessus. Et donc vous voyez que cette dimension de lire ou relire sa vie en adoptant une perspective narrative dessus, eh bien voilà ce qui joue l'identité narrative et c'est une manière de nouveau de s'approprier un vécu, de signifier un vécu, de donner du sens à ce qu'on vit et de nouveau on le fait en le partageant à une personne, en le nommant, en mettant des mots dessus par exemple. Ça peut être par l'intermédiaire de l'écriture aussi d'ailleurs. Et donc cette question de la narrativité est donc en fait très forte parce qu'elle permet véritablement à un sujet de faire sien des éléments qui ne l'étaient pas vraiment. Vous avez un autre auteur qui s'appelle David Le Breton, qui est versé de psychologie, mais aussi d'anthropologie et de philosophie. Et dans un texte qui s'appelle Entre douleur et souffrance, une approche anthropologique, il essaye de comprendre comment est-ce que le rapport entre la douleur et la souffrance et il essaie de comprendre comment il se pose la question de savoir est-ce que la souffrance ne serait pas par rapport à la douleur une manière de la signifier? Est-ce que la souffrance n'est pas une manière de s'ouvrir à la douleur pour la signifier? Je vous donne un exemple de cet auteur-là qui est issu d'un autre texte et une réflexion autour de la mutilation. Il se demande, c'est une hypothèse, donc c'est pas une vérité scientifique, c'est quelque chose qui donne à penser. Mais c'est pour essayer de comprendre ce mouvement d'ipséité qui s'approprie quelque chose qui rend propre à soi. Il se demande si la mutilation, par exemple, n'est pas une manière donc le fait de marquer son corps
de le blesser, n'est pas une manière de s'approprier, de se rendre accessible, de rendre relatif à soi en inscrivant dans sa chair, eh bien, une douleur qui serait trop diffuse ou ambiguë ou trop peu palpable, trop peu tangible, trop peu matérialisée. Est-ce que ce n'est pas une manière, donc justement en l'inscrivant dans sa chair, de pouvoir lui donner un sens, de se la rendre accessible? Voilà une réflexion aussi à laquelle l'identité narrative pourrait nous convier. Est-ce que donc l'identité narrative, très certainement, elle l'est, mais on pourrait la transposer avec les exemples que j'ai donnés ici euh, à l'instant avec ce psychologue qu'est David Le Breton. Est-ce que l'identité narrative, ce n'est pas justement cette manière par laquelle nous adoptons une position qui nous permet en fait d'agir, de se retrouver dans une condition d'action par rapport à un vécu qui pourrait nous échapper, ne pas nous être palpable ou tangible, pour justement le conscientiser et le rendre propre à soi.